C'est un peu plus dur cette fois que la séance précédente parce que je rentre de vacances et puis quand je rentre de vacances j'ai toujours un espèce de... Enfin ça marque vraiment un temps de pause dans mon quotidien, dans mon rapport avec ma mère aussi parce que j'ai l'impression que quand on est en vacances on est vraiment un peu... Enfin on se retrouve et c'est toujours assez difficile ce moment-là, même si j'apprécie parce que j'ai l'impression de... C'est assez curieux, mais j'ai l'impression de profiter d'elle quand je suis en vacances, même si ça fait 4 ans qu'elle est plus là, mais voilà, donc j'utilise en général ces moments de recul un petit peu. Vous êtes disponible en pensée pour elle à Ouais. ce moment-là? Ouais, c'est des moments où on se sent vraiment plus en phase. On se sent plus en phase parce qu'on n'est pas dérangé par le quotidien. Parce que c'est vrai que quand je suis dans le rush de Paris, j'ai l'impression d'étouffer un peu les choses. Et puis il y a aussi, je cache pas, il y a aussi une volonté d'avancer. C'est pas toujours, c'est positif aussi, hein, mais c'est... Voilà, puis là, en vacances, j'ai emmené un bouquin avec moi que j'aime beaucoup, c'est un ouvrage en fait qui recueille différents témoignages de grands auteurs sur leur maman. Et ça s'appelle Maman chérie, je crois, puis l'emballage est très très beau. Donc, du bouquin, parce qu'il est dans une petite pochette très jolie, donc ça m'a bien plu. Et en fait, il y a une citation d'un bouquin de Romain Gary qui me plaisait beaucoup, qui disait en fait que avec l'amour maternel, la vie en gros vous fait une promesse à l'aube qu'elle ne tient jamais. Et c'est un peu ce que je ressens. Là, en ce moment, c'est un peu ce que je ressens. Parce que je me sens un peu en colère, En colère contre quoi? Contre votre maman? Si vous lui en voulez d'être partie? Ouais, c'est un peu... C'est curieux parce que c'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute, mais il y a des moments où... Il y a des moments où ça me donne tellement d'énergie, et d'autres où on se demande un petit peu à quoi ça sert tout ça. Et je sais pas, c'est difficile à décrire, c'est vraiment... Bon là je sais que c'est vraiment souvent lié à la fatigue, en fait... il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est de garder les fonctions de ma mère, hein. C'est-à-dire que même si elle est plus là, ça reste quand même la personne vers qui je me tourne quand ça va moins bien. Ça marche dans le positif comme dans le négatif comme dans le positif, hein, mais les moments où c'est plus dur, j'ai besoin de me tourner vers elle, et puis c'est un peu... Encore aujourd'hui, c'est la seule personne qui me réconforte vraiment. On nage pas, on a adopté un nouveau mode de communication, qui est pas mal aussi. Hein, mais, une connexion invisible? Ouais, d'ailleurs, il y a quelqu'un à la cérémonie de ma maman qui a dit une phrase que j'aime beaucoup aussi, il a dit que les morts sont les invisibles, mais pas les absents. Et je crois que... C'est sortir du champ du visible, mais c'est tout. Ouais, mais j'avais pas bien compris sur le moment, et puis j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de constater que c'était pas faux. Et d'ailleurs l'année dernière, à la même période, la période où vous payez vos impôts, etc., j'étais un peu courte parce que je rentrais de vacances. Et il se trouve que j'avais un montant X à payer et que j'avais plus rien. Et bizarrement, j'ai eu un courrier d'une banque, je savais même pas que j'avais un compte là-dedans. Et en fait, c'était ma mère qui avait ouvert un compte un an avant ma naissance, en 81. Et il y avait exactement la somme qu'il fallait pour mes impôts. Donc moi je suis assez réceptive à tous ces petits signaux, et je suis vachement attachée aux symboles. C'est assez idiot, mais
Ma mère, elle est décédée le 11 novembre, donc le 11-11. Et très souvent, à 11h11, je suis devant mon ordi et c'est toujours à ce moment que je regarde l'heure et paf, c'est 11h11. C'est des petites choses, pas très, enfin ça peut paraître très stupide, hein. Mais moi je l'ai vraiment assimilé à une espèce de communication. Et là d'ailleurs cette année, ben, ça fera 4 ans, ça tombe le 11 novembre 2011. Donc là j'ai décidé que ce serait le feu d'artifice, je pars à New York, hein, voilà. Donc, ça, Pourquoi New York? Parce que pour moi c'est quelque chose d'assez exceptionnel et que ma mère n'y avait pas été non plus et on en parlait souvent et moi c'est quelque chose qui me... Ouais, c'est quelque chose que j'ai pas envie de banaliser, quoi. J'avais envie de le faire à un moment où pour moi ça avait du sens. Donc je pars une semaine retrouver maman à New York, voilà, autour du 11 novembre. Et voilà, enfin moi j'ai vraiment besoin de symboles parce que c'est aussi une façon de dédramatiser la chose et de continuer à faire vivre et embellir un peu, pas embellir, mais à un peu à sacraliser la relation. J'ai pas envie d'oublier, quoi. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de... Le 11 novembre, depuis son départ, c'est jamais une journée neutre. J'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être seule. Je me souviens, il y a 2 ans, parce que j'habite à Strasbourg, enfin je viens de Strasbourg à la base. J'avais besoin de monter tout en haut sur la plateforme de la cathédrale. C'était une super journée, très beau. Enfin vraiment soleil, ciel dégagé. Alors j'ai monté je sais plus combien de marches, je crois 240 pour monter tout en haut. Et voilà, j'étais tranquille, à surplomber la ville, plus proche du ciel. Enfin c'est bête, mais c'est des choses qui pour moi ont du sens. Et voilà, et parce que je crois que j'ai pas envie de faire mon deuil, quoi. J'ai pas envie, je suis assez contre ce principe-là, quoi. Je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, ça fait 4 ans pourtant, je sais pas, j'ai entendu, oh, ça vous prendra un an, ça va vous prendre 10 ans. Enfin, je sais même pas si on peut quantifier. Enfin, pour moi, quand on perd sa maman, c'est toujours trop tôt. Enfin, même si vous avez 60 ans, je crois. Enfin, et Ouais. je comprends pas ce concept de faire un deuil. Enfin, j'aimerais qu'on m'explique parce que j'ai pas compris. Donc on progresse, on passe par toutes sortes de phases émotionnelles qui peuvent prendre plus ou moins de temps. La colère étant souvent la deuxième étape et c'est ce que vous ressentez en ce moment. Mais c'est ce que je ressens aujourd'hui précisément, mais demain je vais vous dire que c'est formidable et que j'ai eu beaucoup de chance, quoi, de perdre ma maman parce que ça m'a transformé aussi ma vie ça a transformé les choses, quoi. Pour moi, j'ai plus du tout la même vie qu'avant et merci, quoi. C'est un énorme service quelque part parce que je fais des choses que j'aurais remises peut-être dans 10 ans. Je veux dire, j'en ai tiré vraiment le maximum de choses positives. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la fatigue ouais, des fois on a envie de se victimiser un peu, quoi, donc je le fais ici parce que bon, voilà, je crois que heureusement que ça touche pas. J'avais un ami qui avait perdu sa maman aussi et c'est d'ailleurs la seule personne qui m'a vraiment réconfortée pendant toute la période où ma mère était malade et en fait il me disait, parce qu'on se sent assez isolé parce que les gens, j'ai eu beaucoup de SMS, d'amis, alors je juge pas parce que je sais pas comment j'aurais été en tant que soutien pour quelqu'un si j'avais pas vécu le truc. Mais des SMS comme ça toutes les semaines, ça va s'arranger ma belle, enfin genre le truc, c'est adorable mais c'est juste pas réaliste, quoi. Enfin, quand il y a un cancer et qu'il y a un diagnostic, voilà, bah, c'est comme ça, il reste peu de temps, on sait pas combien, mais à aucun moment on se dit que ça va s'arranger, enfin c'est pas possible. Et donc cet ami m'avait dit, mais heureusement que ça touche pas tes amis et les gens dans la rue au même point que toi, t'imagines, on n'aurait jamais fini, quoi, dans ces cas-là, et c'est vrai. Et c'est pas toujours facile à accepter parce que, enfin, je crois qu'on est plus jamais la même personne après une expérience comme ça. Et on est beaucoup plus exigeant de tout, quoi, des rapports avec les gens, de la profondeur, du sens qu'on veut mettre dans la vie, quoi, dans les choses. Et ouais, moi, je considère, enfin, c'est difficile d'avoir un regard objectif sur moi, mais avant ça, je me considérais, enfin maintenant avec du recul, comme quelqu'un d'assez basique, quoi, qui prenait pas vraiment sa vie en main, qui faisait les choses. Bon, de toute façon, maman est là, papa aussi. Bon, on verra plus tard. Hein. Puis finalement, quand on se retrouve tout seul, comme ça, du jour au lendemain, c'est... Enfin, moi, j'ai senti dans la demi-heure où ma mère a décédé que j'étais adulte, quoi. J'avais 25 ans, bon, j'étais
j'étais déjà légalement adulte, hein, mais j'ai senti un espèce de... En même temps, quelque chose de très léger, parce que la souffrance, tout ça, c'était terminé, enfin la sienne. Hein. Après, on s'occupe de la mienne par après, mais ce qui était important, c'était la sienne d'abord. Et un espèce de sentiment très confus entre une grande fierté d'être enfin... de se sentir sans attache et de pouvoir foncer et de faire vraiment parce qu'on n'a pas le choix, quoi. On est sur sa barque, faut que ça avance, c'est tout. Et en même temps, une espèce de panique de merde, quoi. J'ai le poids du monde sur mon dos, comment je fais, quoi. Et finalement, on s'y habitue et je me retrouve des fois, même ça m'arrivait déjà 2 ans après, 1 an après, à avoir des flashs comme ça et me dire mais oui, c'est vrai que t'as plus de maman. Enfin, des moments que j'avais oublié parce que on est tellement dans un système où on a quelque chose à continuer, on a quelque chose même peut-être à terminer parce que ma mère avait 57 ans quand elle est décédée, ce qui est quand même assez jeune. Et j'ai le sentiment qu'il faut que je vive pour 2, quoi, qu'il faut que je sois heureuse pour 2 à tout prix parce que j'ai une image comme ça avec du recul de ma mère qui s'est tellement battue dans sa vie que j'ai envie de vivre les moments un peu les moments de tranquillité, je sais pas, les moments chouettes qu'elle n'a pas eu. Donc, je sais pas, peut-être je me mets trop de pression, mais c'est des choses qui sont importantes, quoi. C'est des choses que ça me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai la chance d'être là, quoi. Faut que j'en fasse quelque chose. Enfin, et en fait, pendant ces 9 mois, j'ai jamais eu vraiment quelqu'un de fixe et très longtemps ou quoi. J'ai pas eu de vraie relation, mais j'ai décidé pendant cette période, c'était ma mère et rien d'autre, quoi. J'avais vraiment envie parce que j'ai eu conscience très vite qu'il y avait un temps limité, on savait pas combien. Qu'après tout, elle a toujours été là pour nous, je vois pas pourquoi en ce moment-là on serait pas là, quoi. Et donc j'avais eu la chance avec mon travail de négocier un congé de solidarité familiale, je crois que ça s'appelait comme ça, où finalement ma semaine était coupée en 2 et du mercredi soir au dimanche soir j'étais avec elle. Et quand je rentrais à Strasbourg, bon, je buvais un café de temps en temps avec quelqu'un, mais le reste du temps j'étais avec elle. Tout de suite, on a su en mars qu'elle était malade, ça a duré 9 mois. Et le premier réflexe que j'ai eu, je sais pas, c'est d'aller dans un magasin de soins, de beauté, d'acheter une crème spéciale pour des massages des pieds, alors qu'avec ma mère, on n'était jamais tactile. Hein. Ma mère me prenait rarement dans ses bras, ne me faisait pas trop de câlins ou quoi que ce soit. Mais j'ai tout de suite réfléchi au rapport au corps pendant un cancer, la chimio et tout ça. Et je me suis dit, je vais lui faire des massages des pieds, parce que voilà, je sais pas, les pieds, c'est ce qui nous lie à la terre et peut-être à la vie, j'en sais rien. Et donc voilà, il y avait un rituel tous les jours, c'était massage des pieds, et bon, elle adorait ça. Et ça nous a vraiment... j'ai l'impression qu'en 9 mois, on a rattrapé tous les câlins qu'on ne s'est pas fait pendant 25 ans. Et on a aussi beaucoup parlé, on a aussi beaucoup rigolé. Enfin, c'est des moments où, voilà, c'est comme... je sais pas à quoi on peut comparer ça, mais c'est comme si vous partez en vacances et vous savez que le temps est limité, vous connaissez la durée et vous voulez en profiter. Et du coup, j'en garde vraiment des souvenirs assez forts, quoi. Et même s'il y a des images liées à la maladie qui sont très dures à oublier, que j'ai vraiment eu beaucoup de mal la première année à oublier, parce que dès que je pensais à ma mère, je voyais tous les tuyaux, les trucs, les choses, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, qui sont assez difficiles, et c'était un réel effort de se rappeler son physique d'avant, quoi, son sourire naturel, son étincelle dans les yeux qu'elle avait plus vraiment. Enfin, ça a été assez difficile à oublier, mais j'ai senti que ma mère elle lâchait prise petit à petit, et c'est quelqu'un qui était toujours beaucoup dans la résistance et elle se battait beaucoup. Et c'est vrai que ces 9 mois, j'ai connu ma mère différemment, et ça m'a aussi... maintenant, j'arrive à le voir comme ça, c'est que j'essaye moi aussi de lâcher prise, et j'ai pas envie de m'essouffler dans la vie comme elle l'a fait, parce que je vois que les moments de relaxation et de quiétude que je peux avoir aujourd'hui, j'ai l'impression que des choses qu'elle n'a pas beaucoup connues, quoi, toute sa vie. Avant la maladie aussi, hein, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Vous expliquez sa maladie ? Ouais.
vraiment. En fait, ma mère, elle avait des problèmes d'alcoolisme. Mhm. Et, et en fait, ça a duré des années. Bon, mes parents sont divorcés depuis plus de 20 ans, hein, mais on a réussi à en parler avec mon père. Et mon père, bon, très pudique, alors il nous a pas dit grand-chose, mais il disait que si, à l'époque, ça l'inquiétait aussi, qu'elle avait ce besoin. Ma mère a toujours dit que, comme elle avait des calculs rénaux, il fallait qu'elle boive tous les jours son litre et demi de bière. Bon, quand vous avez 10 ans, vous ne comprenez pas, vous dites ok, c'est bien, c'est thérapeutique, mais bon, avec le temps, on voit comment ça se passe. Et elle a eu des phases vraiment entre 2000 et 2004 où l'alcoolisme c'était très fort. C'était un moment où elle était en train de perdre son travail, enfin, elle partait au boulot avec ses bouteilles. Enfin, c'était vraiment assez trash et moi j'ai mis beaucoup de temps à lui en parler parce que premièrement vous ne comprenez pas, enfin, c'est assez bizarre mais ma mère c'était quelqu'un de très cultivé, qui passait très bien, qui était très intelligente et qui enfin, vous mettez le truc en face, vous dites ok, elle est super intelligente, pourquoi elle boit? Enfin, elle sait que c'est pas bon. Et à un moment donné, pendant un moment, vous voulez pas y croire. Vous dites mais non, enfin, ça doit me tromper, c'est pas possible. Et jusqu'au moment où, bon, bah, enfin, moi j'ai fait quand même avec elle à cette époque. Et j'ai compris, enfin, la déprime, elle a basculé sur moi. Tout le monde sait ce qui se passe. La personne concernée, la première, vous avez beau être l'enfant, mais à 20 ans, vous comprenez quand même ce que c'est. Et il y a une espèce de laxisme, ou je sais pas si on peut dire laxisme, mais de silence, c'est-à-dire que la personne est devant vous, elle boit ses verres, hein, vous êtes en face, ça vous gêne, mais vous dites rien. Des fois, vous avez envie de vous lever et de vider les bouteilles de vin blanc dans l'évier, hein, mais bon, vous savez que ça servira à rien parce qu'il y en a encore 12 dans le placard. Et donc finalement, moi, au bout de... j'ai quand même fallu 1 an quand même pour me dire que là, il fallait que j'intervienne. Et donc, je me souviens qu'au mois de juillet 2004, j'étais à Strasbourg avec elle et je lui ai dit, je fais écoute, ça va pas quoi, je voudrais t'aider, peut-être qu'on peut aller à des réunions d'alcooliques anonymes, je sais pas, moi je viens avec toi. Je veux vraiment, je veux qu'on essaye de changer les choses, c'est pas possible, ça me fait peur. Tu es de moins en moins bien, j'ai l'impression qu'on peut plus communiquer parce qu'en plus, c'est stupide, mais ça arrive à un point où la personne se laisse tellement aller, il y a cette odeur ambiante là, qui est insoutenable, que même que quand vous sortez dans la rue et qu'il y a des SDF qui sont bourrés toute la journée, cette odeur vraiment forte, là, quand vous l'avez chez vous et que c'est votre mère, vous n'avez plus du tout envie de quoi que ce soit, hein, donc vous passez les uns à côté des autres en espérant qu'un jour par magie ça va changer, mais ça change pas. Et bah en fait, voilà, on en a parlé, elle a admis qu'effectivement elle avait un problème, mais que pour l'instant elle ne voyait pas d'autre solution et que ça l'avait touché, que je remarque les choses. Enfin, pour moi c'était essentiel, quoi. C'était vraiment de la non-assistance à personne en danger. J'ai essayé de me mettre à sa place et je crois que si je tournais dans une famille en rond là, et que personne venait me tendre la main, je crois que ça peut me mener assez loin après. Pour moi c'était essentiel et je crois qu'aujourd'hui ça m'apporte beaucoup de tranquillité d'avoir fait la démarche à temps, avant en tout cas. Est-ce que vous vous expliquez ce qui l'a poussée à boire toute sa vie? Ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait fuir? Oui, je pense que ma mère, elle était hollandaise et puis elle a connu mon père très jeune. Ils ont quand même ont correspondu pendant quelques années avant de se retrouver à 25 ans à peu près. Donc elle est venue en France, elle a lâché sa famille, mais bon, c'était un souhait. Hein. Donc, puis la France, c'était un peu le fantasme pour la petite hollandaise de la France. En plus, mon père ressemblait à Alain Delon. Alors en gros, la carte postale était plutôt attrayante, quoi. Donc elle est venue. Et puis, je crois que c'était tellement aussi une réaction de fierté par rapport à ses parents que le jour où les choses se sont moins bien passées avec mon père, parce que mon père, il était lui dans un schéma très traditionnel de l'homme travaille, la femme, elle est sympa, elle est contente si elle est à la maison, hein, mais ma mère, c'était quelqu'un d'assez intellectuel, qui avait fait des études et qui voulait vraiment s'épanouir là-dedans. Et donc, je crois que le schéma de vie que lui a proposé mon père lui a pas convenu. Et mon père ne comprenait pas qu'elle veuille travailler. Et pendant 15 ans, il lui a dit non, non, tu restes à la maison. Et donc, elle s'est retrouvée femme au foyer avec une vie sociale quand même très limitée. Et bon, premier enfant, ma grande sœur, moi 3 ans après. Ma petite sœur, c'était apparemment pas prévu, mais bon, voilà, elle était là aussi. Ma mère disait toujours qu'elle serait partie 10 ans plus tôt si elle avait eu les moyens financiers, mais elle les avait pas.
Donc elle a dû attendre de travailler. Finalement, un jour, quand on était assez grande, elle a pu aller travailler. Puis, comme elle était très très brillante, très vite, elle s'est retrouvée au Conseil de l'Europe à Strasbourg avec des opportunités de colloques en Pologne, des sorties, des sorties, non, des réceptions, quoi, des choses où ça demandait une implication. Et mon père a jamais compris, quoi. Ça va faire 20 ans qu'ils sont divorcés. Ma mère est partie finalement pour quelqu'un d'autre, qui était un lord anglais, qui était marié avec 3 enfants, qui évidemment lui a promis qu'il allait divorcer. Bon, c'est jamais arrivé. Donc là, l'alcool, tout ça, la déception, enfin, ça s'explique là, je pense. Et mon père ne comprend toujours pas, quoi. Lui, il est toujours la victime, il a tout fait bien, il comprend pas. Les femmes, c'est toutes. Alors j'ai entendu tous les noms possibles. Et c'est aussi une raison, enfin, ma mère a quitté mon père aussi parce qu'elle trouvait à un moment donné qu'il avait une image très négative des femmes et elle nous a toujours dit, bon plus tard, hein, à 10 ans on ne comprenait pas, mais à 15 ans par là, elle commençait à nous dire, oui, je ne pouvais pas me laisser mes 3 filles s'épanouir dans ce climat, quoi, enfin, je voulais autre chose pour vous. Et je crois aussi que ma mère, elle a aussi passé toute sa vie à se battre parce qu'elle avait un grand frère qui a sauté 4 classes. Enfin, c'était vraiment l'extraterrestre de la famille. Et je crois qu'elle n'a jamais gagné vraiment l'attention et l'estime qu'elle espérait de son père à elle, qui était un pasteur, quelqu'un de très rigide. Et elle a eu des rapports. Moi, il me faisait très peur, son père, donc mon grand-père. Et je sentais quand elle était là-bas, elle était toujours en train de, quand on allait en vacances, en train d'essayer de prouver qu'elle avait réussi aussi et qu'elle avait accompli des choses. Et je crois qu'elle n'a jamais eu l'écho qu'elle attendait en face. Et d'ailleurs, l'anglais avec qui elle était, c'était un homme qui avait 12 ans de plus qu'elle, qui avait une barbe, qui avait été tout gris. Donc, il avait certainement ses charmes, hein, je pense. Moi, j'ai jamais trop compris. Et qui était par contre quelqu'un qui la soutenait dans son travail énormément, qui avait détecté chez elle ses qualités et qui était vraiment, vraiment une grande bouffée d'oxygène. Et je comprends qu'elle se soit attachée à cette personne parce qu'elle a eu enfin une reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue. Et ma mère, elle était tellement, je crois, attachée à avoir la reconnaissance des hommes dans sa vie qu'elle portait un chapeau tout le temps, elle allait au conseil avec ça, au chapeau, avec une veste avec des épaulettes, elle avait que des grands impairs avec des épaulettes à la Navarro, enfin, il n'y avait pas une once de féminité, mais je crois que, enfin, avant si, mais quand elle est rentrée dans ces rouages-là, c'était un homme, quoi, c'était un businessman, quoi, c'est vraiment... et elle avait un discours très féministe, c'était les filles d'abord vos études, un boulot, un homme ça peut venir après, c'est pas important. Et limite, moi j'allais plus loin dans la réflexion, c'est que je voulais les enfants, mais je voulais pas les faire tant que je pouvais pas les assumer financièrement toute seule. Oui. Donc ça peut prendre des années quand même. Et donc voilà. Et en fait, ça et aussi le fait que quand j'étais petite, mon père nous a vraiment bien fait sentir qu'il aurait voulu un fils, quoi. Donc moi, 3 filles, c'était un peu manqué. Et d'ailleurs, quand ma grande sœur est née à la clinique, enfin la maternité, il est arrivé, il savait pas ce que c'était, hein. Donc il est arrivé, il fait ah non non, une fille c'est pas moi, hein, c'est pas possible, non non. Ah non non, moi, en gros j'avais commandé un garçon, quoi, donc bon, ça c'est pas de bol. Et quand moi je suis arrivée, il y a ses amis du tennis qui ont carrément présenté les condoléances parce que c'était encore une fille. Et la troisième, avec ma petite sœur, là c'était carrément la dépression. Donc voilà. Donc moi j'ai senti ça très tôt et je me souviens qu'à 8-10 ans, je faisais tout ce qu'il aurait pu attendre d'un fils. C'est-à-dire que je jouais au foot avec lui, je jouais au tennis plusieurs fois par semaine parce que, en fait, je n'ai pas toujours bien compris sa démarche. D'un côté, il voulait que je sois une joueuse de tennis de haut niveau, mais d'un autre côté, il m'amenait sur les cours le mercredi après-midi et le samedi, je crois, je sais plus, ça dépendait. Et en gros, il s'entraînait lui-même sur moi, c'est-à-dire qu'il faisait des tournois à côté, mais donc il servait comme un dingue sur moi. Moi je trouvais ça sympa, hein, d'avoir des boulets de canon qui arrivaient sur moi, que le défi était sympa. Mais en gros, c'était, il s'entraînait lui, quoi. C'était pour son jeu. Je me faisais engueuler quand j'envoyais une balle à plus de 2 mètres sur sa droite et qu'il devait courir parce qu'il avait des problèmes de genoux et qu'en gros il voulait pas se déplacer, il voulait juste améliorer sa technique. Donc moi en gros j'ai fait 10 ans de tennis mais je sais pas servir parce que ça servait à rien, moi j'étais pas là pour servir, hein, j'étais là pour réceptionner, donc voilà. Et je me souviens aussi que on me coupait toujours les cheveux très courts
Donc moi, en gros, il fallait que je sois masculine au possible. Je me souviens qu'à 8 ans ou à 10 ans, mon père a voulu m'offrir une gourmette. Je sais pas, je trouve ça très, très cacane, très beauf, mais bon, c'est pas grave. Donc il m'a emmenée dans une boutique. Et donc c'était un truc avec mon prénom dessus. Enfin, voilà, aujourd'hui, je ferai jamais ça avec les enfants. Mais... Et moi, je voulais absolument la gourmette argentée avec les grosses boucles, les grosses chaînes bien masculines, quoi, bien massif, le truc bien régulier, pas de froufrou, de trucs féminins. Et j'ai la plaque mate avec gravé en Arial, quoi, Barbara, quoi. On aurait pu mettre Robert, c'est pareil, quoi. Et j'étais contente avec ça parce que je savais que ça faisait plaisir à mon père. Mais lui, à aucun moment, il s'est dit tiens, c'est quand même une fillette, on va peut-être chercher un truc un peu plus. Enfin, lui, ça l'a pas étonné que je rêve d'une grosse plaque, voilà, enfin d'un truc bien. Les mecs sur les chantiers, ils ont les mêmes, quoi. Donc je trouvais ça un peu surprenant. Enfin, c'est des choses, des réflexions que je me suis faites il y a pas longtemps, hein, parce que bon, le temps que ça. Voilà. Je crois que j'ai reproduit exactement ce que ma mère attendait de moi, en gros. C'était d'être une businesswoman qui gagne bien sa vie et qui se gère. Donc ça n'y avait pas de problème. À 25 ans, j'avais mon big boulot dans la finance, super. Je m'occupais des sportifs, hein, des tennismen. Donc vous avez fait la jonction entre les désirs du père et voilà. les désirs de la mère. Je suis la très synthèse arrangeante. parfaite. Ouais, non, j'ai fait pas mal d'efforts. Moi, je le vois maintenant que j'ai quitté la finance depuis 1 an. J'ai failli tomber dans le panneau, hein. J'ai failli tomber dans le schéma de je profite du système, je gagne X temps, c'est super. Moi aussi, bientôt, je vais m'acheter une résidence secondaire et puis j'ai envie de partir en vacances en Californie tous les ans. Enfin, c'est tentant quand vous êtes dedans, puis finalement, maintenant, avec le recul, je me dis que ces gens-là, ils sont pas très courageux, quoi. Enfin, il n'y a pas de risque, il n'y a rien, ils défendent tous leur précaré, il n'y a pas une once d'originalité. C'est du matérialisme pur, c'est que ça, et vous vous sentez creux à un moment donné. Et donc, je pense que aussi, aujourd'hui, avec le recul, l'expérience, la maturité et puis l'âge, je crois que vers 30 ans, c'est un âge intéressant parce qu'on peut plus dire qu'on ne sait pas qui on est, quoi. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, je souhaite aux amis que j'ai, quoi, de se trouver vite parce que si on se traîne ça jusqu'à 40 ans, on peut se prendre des sacrés claques, quoi, se dire mince, en fait j'ai tout faux, puis mince j'ai 2 enfants en plus, là je fais comment, c'est des trucs, des situations que je pense qu'il faut vraiment s'éviter et regarder les choses en face. Et j'en arrive même presque des fois, et c'est gros, hein, mais j'avoue que je l'ai déjà pensé, je souhaite même quelquefois à des gens que j'aime beaucoup autour de moi qui traversent une expérience comme ça, pour qu'on... Pas pour égoïstement qu'on soit sur la même longueur d'onde, hein, mais pour qu'ils touchent à ce que c'est en fait après, la vie après ça, parce que ça a tellement plus de couleurs que... voilà, puis pour qu'ils aient eux-mêmes, si ils vivent la chose comme moi, mais que ça leur donne cette force, quoi, et cette force d'impulsion surtout pour faire des choses. C'est une espèce de rage positive, quoi, il y a des jours, pas aujourd'hui parce que je suis pas trop en forme, mais il y a des jours où j'ai l'impression que je peux déplacer un camion avec mon index, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est impossible. Ma mère, elle m'a donné la vie, mais le jour où elle est décédée, j'ai eu l'impression de respirer et de naître une deuxième fois, en fait. Voilà, c'est assez abstrait. Hein, mais... De vous être donné la vie cette fois-ci. Ouais, c'est un petit peu ça. D'avoir accouché de vous-même. Mais en fait, je trouve que aujourd'hui, toutes les décisions que je prends, tout ce que je fais, n'impactent plus que moi. Et je prends le risque de ne décevoir que moi, en fait. Et je peux pas dire qu'on m'a mis une pression de folie, hein, mais ma mère, j'avais envie de lui faire plaisir. Et aujourd'hui, je prends le risque moi-même, je prends la responsabilité de faire quelque chose en considérant bien si j'accepte de me décevoir ou pas. Avec le risque, évidemment que ça fonctionne, hein, on fait quand même les choses pour ça, et c'est beaucoup moins lourd. Hein. C'est beaucoup moins lourd parce que j'ai l'impression d'appartenir à personne et de ne plus devoir rien à personne, en fait. Et je crois que tant qu'on a cette attache parentale et qu'on n'a pas réussi à tuer matériellement ou pas ses parents, je crois qu'on est beaucoup dans l'attentisme et on se sent encore surcouvé, surprotégé, on ne se sent pas vraiment responsable de sa vie. Il y a un truc aussi qui est très
qui est comme ça, naturellement, c'est que j'ai le sentiment de porter aussi beaucoup mes deux sœurs par fidélité, par loyauté et en hommage à ma maman un peu. Dès qu'il y en a une qui va pas, je dors pas, j'ai besoin d'être là pour elle. Du coup, ça me prend beaucoup d'énergie par moment sur l'énergie que je devrais déployer pour moi. J'arrive quand même toujours à en trouver un peu quelque part encore pour moi, mais c'est vrai que ce soit sur le plan personnel, pour elle, récemment, ma petite sœur a failli se séparer de son copain. J'ai passé des heures au téléphone avec ma sœur, j'étais en train d'organiser comment je pouvais faire pour contacter son copain que j'adore aussi, pour aller boire un café, pour essayer d'arranger le truc, alors que c'est pas ma vie, hein. Mais parce que, je sais pas, ma mère avant de mourir, elle a dit à une amie qu'elle était tellement contente que ma grande sœur et son amie, qu'elle pensait que c'était bon, que c'était pour la vie, qu'elle était rassurée, que ma petite sœur avec son copain, ils étaient tout mignons, que bon, c'était peut-être pas pour la vie, mais qu'en tout cas pour l'instant c'était très bien. Et moi, qu'elle était soulagée que j'étais prise en CDI dans ma boîte de finance, donc c'est cool. Et en fait, du moment, j'ai très mal vécu aussi quand j'ai quitté mon job parce qu'on m'a un peu poussé à la sortie pour raison de plan social, machin. Je l'ai très mal pris au début parce que j'avais vraiment l'impression de perturber sa tranquillité. Parce que c'est un peu les dernières paroles qu'elle a eues avant de tomber dans le coma. Enfin, ça lui a permis de partir cool. Et je sais que quand le jour où je lui ai dit que, elle a compris que j'étais confirmée en CDI, 2 jours après, elle était dans le coma, quoi. C'est bon, toutes les trois avaient quelque chose, elles pouvaient y aller tranquille, je sais pas. Parce que je l'imagine des fois dans un grand lit comme ça, perché dans le ciel, où de temps en temps, elle laisse dépasser sa tête pour voir si tout va bien. Et bizarrement, dans mes fantasmes, elle se tourne toujours vers moi. Et c'est moi qui a le mot final pour lui dire non mais t'inquiète, c'est bon, les deux autres ça va. Et je sais pas, c'est assez curieux et ça me met beaucoup de pression. En même temps, mes sœurs sont très reconnaissantes, elles me disent souvent que je suis un peu leur pilier, alors je suis pas la plus âgée, hein, je suis au milieu, mais en gros j'ai l'impression d'être la personne qui gère, quoi, et que c'est rassurant pour elles. Du coup, quand moi je vais pas bien, j'ose pas leur dire, enfin je leur dis un peu, mais je dis pas tout parce que je sais que ça aura un impact derrière. On a l'impression que vous êtes un petit peu la maman de vos sœurs. Ouais, je me suis un peu auto-attribué ce rôle parce qu'à l'époque, je gagnais bien ma vie, que la petite... on a pourtant qu'un an d'écart, hein, en plus on est toutes les trois même taille, on est adultes au même titre, quoi, j'ai envie de dire, hein, mais il y a... En fait, je sais pas, j'étais celle des trois qui gagnait le mieux sa vie à l'époque, qui était... Pourtant, j'ai toujours été célibataire, hein, elles avaient leurs copains, elles avaient des choses plus sympas, mais moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez battant avec le sport, avec plein de choses, à compter que sur moi, parce que j'ai pas eu l'occasion de constater qu'il y avait d'autres formules, hein. Et du coup, la petite, elle était encore étudiante, donc bon, moi je me suis retrouvée à lui faire je me rappelle, bon, ça l'a vachement touchée, moi ça m'a fait plaisir de le faire, mais quand elle a eu son master, à lui offrir une belle veste en cuir, pour l'encourager à trouver un boulot, des choses que ma mère aurait peut-être pas une veste en cuir, mais qu'elle aurait faites, quoi. Et moi, je considérais que je l'avais eu, parce que quand ma mère est décédée, j'étais en place, quoi, j'avais un CDI, voilà. Donc je trouvais ça très injuste que ma petite sœur ait pas ça. Donc je l'ai fait naturellement, en mode t'inquiète pas, maman, je m'en occupe, quoi. Mais c'était un peu comme ça. Je crois que mon fantasme, c'est tellement que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux, quoi qu'il fasse, quoi. Mes sœurs, mon père, qu'on se retrouve un jour avec des grandes tablées, avec des gamins, parce que nous, on a toujours été 4 à Noël, 4 du côté de mon père, 4 avec ma mère à Saint-Nicolas, parce que aux Pays-Bas, on fête pas Noël. Que ouais, dans les films, là, quand ils sont une vingtaine à se faire passer le plat, là, moi je connais pas, et j'ai trop envie de vivre ça, quoi, un jour. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est plutôt ce qui se passe demain, quoi, que ce qui s'est passé hier. J'aime bien cette image, et j'ai lu, je sais plus dans quel bouquin de développement personnel, voilà, qu'il y a un stade dans la vie, bon, ça correspond à peu près à l'âge que j'ai, où le passé, il est sous verre, quoi. C'est-à-dire qu'on le regarde en face, qu'il est inodore et indolore. Il y a une chose qui me fait vraiment peur, c'est la maladie. Et s'il y a un deuil que j'aimerais faire, c'est vraiment la cigarette, parce que je me rends compte que la cigarette, c'est l'odeur de maman. Et son odeur de tabac, de Benson Hedge doré, là, je la reconnaîtrais parmi 1000 odeurs de tabac. Et je réfléchis à ça il y a quelques mois, parce que j'arrive de temps en temps à arrêter un mois, puis finalement après, pour des raisons diverses, je recommence.
Et en fait, il y a un truc assez bizarre, un parallèle avec la cigarette, c'est que d'un côté c'est l'odeur de maman, d'un autre côté je sais qu'un jour je vais mourir, hein, donc finalement pourquoi pas. Et il y a les jours où je suis fatiguée, un peu comme aujourd'hui, où je suis en colère, où j'ai envie de la retrouver, je me dis que finalement c'est peut-être un moyen plus rapide de la retrouver, j'en sais rien. Depuis que ma mère est décédée, parce qu'il y a aussi, c'est assez incroyable, mais dans le côté de ma mère, au côté hollandais, il y a une espèce de fatalité. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à 57 ans. Dans la famille de ma grand-mère, la mère de ma mère, elles étaient 4 sœurs, il y en a 2 qui sont mortes à 57 ans. Une d'un suicide et l'autre aussi, je crois d'ailleurs. Et la mère de ma mère est décédée d'un cancer du foie. À 57 ans aussi. Pas à 57 ans. Il y a une autre sœur qui est décédée à peu près à cet âge-là. Et je me souviens que ma mère m'a dit, 1 an avant de tomber malade, elle m'a dit, tu sais, ma mère m'avait déjà dit qu'elle était très soulagée de dépasser l'âge de 57 ans. Et non, je crois qu'elle m'avait dit ça quand elle a su qu'elle était malade. Et qu'elle savait que dans les 57 ans, ça allait être son tour aussi. Et je trouve ça assez dingue. D'ailleurs, je me demande souvent comment je vais réagir après mes 57 ans. Si j'ai la chance de passer le cap, parce que vous avez compris que c'est un peu tendu chez nous, mais moi je considère que je suis à la moitié de ma vie là pour l'instant, parce que je calcule sur 57 ans. Parce que il y a quelque chose chez moi qui me laisse penser que je ne vais pas y échapper non plus à un cancer. Bon, en même temps, il y a beaucoup de gens. Vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle Aïe mes aïeux? Je crois que oui, mais je ne l'ai pas lu. C'est un livre qui parle de psychogénéalogie, de voir comment on porte l'histoire de ses aïeux, de ses ancêtres, évidemment dans son inconscient, et comment cette histoire rejaillit sur la vôtre sans que vous vous en aperceviez. Évidemment, la prise de conscience de tout ce qui traîne dans votre inconscient, de toute l'histoire familiale, et c'est un livre qui vous incite à reconstruire toute la généalogie de votre famille, l'âge donc les professions, les dates des mariages, le nombre d'enfants, la raison des décès, l'âge des décès, et de voir effectivement qu'il y a des âges qu'on retrouve très régulièrement dans l'âge du décès, à 57 ans en l'occurrence. Ça vous permet justement de retrouver des clés et de ne plus être victime de l'histoire de votre famille, mais de reprendre possession de votre libre arbitre. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mourir à 57 ans. Non, évidemment. Il y a une sorte de fidélité inconsciente à répéter l'histoire. Où on vit en fonction, comme si on allait effectivement mourir à 57 ans, et c'est pas un bon calcul. Mais ce livre m'intéresse bien, je crois que je vais essayer de le trouver. Je pense que le cancer, c'est aussi beaucoup un état d'esprit. Enfin, je sais pas médecin, je sais pas si je peux me permettre de résumer, mais je pense qu'on se crée aussi un cancer quand on est désespéré, qu'on est fataliste, qu'on est à bout de souffle, qu'on n'a plus d'espoir, je pense. Avec le temps, on en arrive effectivement à se dire que c'était son chemin, point barre, mais le sentiment d'injustice, il disparaît, c'est sûr, mais par contre, il m'arrive quand même très souvent d'avoir des flashs comme ça, où je suis choquée, comme si on venait de me l'apprendre il y a 5 minutes que ma mère venait de décéder. D'un côté, c'est aussi la preuve que la vie continue, parce que cette phrase, je ne pouvais pas la supporter il y a quelques années quand on me disait ça, tu sais, la vie continue. Je trouvais ça tellement bateau, tellement... Mais en fait, c'est tellement, enfin, heureusement ou malheureusement, c'est tellement vrai, que effectivement, la vie continue, on s'aperçoit qu'on sait nager finalement tout seul. Et c'est rageant, mais en même temps heureusement, parce que je ne sais pas comment ça se passerait autrement. Quand on a fait le discours, toutes les 3, pour la cérémonie de ma maman, j'avais terminé en me disant essayez de garder chacun ce que vous aimiez chez elle, et c'est quelque chose que j'applique vraiment. J'ai vraiment envie de garder, de prendre dans sa personnalité, dans ce qu'elle était, ce qui moi me plaisait vraiment, et c'est des choses que j'ai envie de cultiver, parce que... En l'occurrence, de quoi? Ma mère, elle avait une grande ouverture, elle était très avenante, toujours très à l'aise partout, elle trouvait toujours une façon pour entrer en contact avec les gens. Ça pouvait être débile, mais les choses, quand elle arrivait dans une réception où elle connaissait personne, plutôt que de rester timidement dans son coin, elle allait plutôt voir les gens, et au lieu de demander vous faites quoi dans la vie, c'était et alors vous venez de loin, ça vous a pris beaucoup de temps pour venir, et comme ça c'est tout idiot, mais on démarre une discussion, les gens ne se sentent pas obligés de se mettre à nu là, ils ont juste besoin de nous dire comment ils sont venus, et c'est des petites astuces toutes bêtes, des choses, enfin... C'est quelqu'un qui se faisait apprécier de quasiment tout le monde à chaque fois, parce qu'elle avait cette qualité d'adaptation et de se mettre au niveau des gens
Elle pouvait discuter longtemps, elle pouvait discuter vraiment. Elle rentrait dans une discussion passionnée avec la boulangère, quoi, en se souciant de ce qu'étaient ses problématiques à elle. Et à côté de ça, elle pouvait parler avec des ambassadeurs de France de tous les coins du monde dans son travail. Enfin, elle était très 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 ouverte, elle parlait plein de langues. Enfin, c'était quelqu'un ouais, de riche intellectuellement. Et j'ai pas envie Je me suis dit il y a 3 ans, c'est marrant. Je me donne 3 ans maintenant pour être quelqu'un de complet. Je vais mettre un grand coup au niveau de la culture générale. Je vais lire plein de livres, j'ai envie d'être comme maman. Mais bon, évidemment, moi je la compare avec un œil d'enfant de ce qu'elle était pour moi, quelqu'un de très cultivé avec ma maturité de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai dû faire quelques efforts après ma carrière de gymnaste parce que j'étais vraiment un peu à côté de la plaque. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus être trop exigeant envers soi, quoi. Mes enfants, ils me verront avec leur regard de gamin de 5 ans, ils me trouveront forcément intelligente, je pense, enfin, j'espère. Après, il y a une dernière chose que je trouve quand même violente dans le fait de ne plus avoir sa maman, c'est que on a vraiment l'impression de perdre la seule personne sur Terre qui vous aime sans condition, quoi. Et pour toujours, et quoi qu'il arrive, hein, vous pouvez... Enfin, quand vous êtes petit, vous voyez bien, vous faites une bêtise, vous rentrez, il y a toujours une tarte aux pommes qui vous attend et un chocolat chaud. Et maman, je trouve que ça sent bon le réconfort et le soutien. Et c'est quand même une... Enfin, c'est tellement vain des fois, la quête de l'amour dans la vie, que ce soit l'amour d'amis, de gens, d'un homme. Et moi, j'ai trouvé une espèce de petite parade à ça, que j'avais déjà développée avant son départ, hein, avant son décès. C'est que je suis partie de la maison à l'âge de 13 ans pour faire de la gymnastique, loin de la maison, en sport-études, etc. Et donc je me suis retrouvée dans des familles d'accueil, etc. Et j'ai rencontré pas mal de mamans de substitution, en fait. Et je me suis toujours ouverte comme si c'était même mes vraies mamans, parce qu'on a besoin de ça, quoi. On en a besoin quand on est jeune, mais même quand on est moins jeune. Et il y a une phrase de Roland Topor que j'aime beaucoup qui dit il faut savoir profiter des mamans propices. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très vrai. Et bah, aujourd'hui, j'ai plusieurs mamans parce qu'il y a des personnes qui ont pris le relais aussi. Et je sais pas, j'accorde l'importance à leur faire un petit point à date au moins une fois par an, pour moi, pour mes sœurs. Juste, voilà, quoi, je trouve ça important de faire vivre encore des figures maternelles. Et voilà, quoi, mais c'est la chose que je trouve la plus difficile parce que vous vous rendez compte que dans la vie, ça tient qu'à un fil en général, les relations avec les gens, et que on vous pardonne pas grand chose, qu'on vous attend toujours à un certain moment où on attend des choses de vous, et si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous laisserait toujours une seconde chance, quoi, alors que bah, votre maman, elle est là dans les bons, les mauvais moments. D'ailleurs, j'ai encore son numéro de portable dans mon téléphone, j'arrive pas à l'enlever. Je lui envoie des textos des fois, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais ça m'est arrivé 2 ans après, Nouvel An, d'avoir envie de lui souhaiter une bonne année. Il n'est jamais revenu le texto, donc je sais pas où il est parti, mais il est parti. Et il y a des choses que j'arrive... En fait, je crois que pour continuer de la faire exister, parce que j'en ai vraiment besoin, et qu'aujourd'hui elle fait encore beaucoup de choses pour moi, bien qu'elle soit pas là physiquement, j'ai tenu à lui garder en fait ses attributions premières de maman, c'est-à-dire que ça reste mon baromètre, quoi. C'est la seule personne qui peut me faire réagir quand j'en fais trop, quand je suis en train de me laisser un peu dépasser, que je suis fatiguée, ou que je me mens un peu à moi-même, ou que je suis à côté de mes pompes, ou que je suis en train de prendre un mauvais chemin. C'est la seule personne que j'autorise à me dire, parce que j'ai encore toutes ces phrases en tête de ma fille, là, je pense que là, il faudrait un peu freiner ce genre de choses. Vous l'avez intériorisé. Ouais, et on plaisante encore, on rigole. Et j'en ai parlé avec mon meilleur ami là, qui a vécu la même chose un peu plus tôt que moi. Et je lui ai expliqué ma façon à moi de lui garder ses fonctions, quoi. Ça me permet de me dire que j'ai encore une maman. Et lui, il avait vraiment du mal avec ça. Je me suis rendu compte que lui, il n'avait pas du tout. Et il m'a dit, moi, j'arrive pas du tout à en tirer quelque chose de positif. J'ai l'impression de ne pas avancer. Ça fait 6 ans. Voilà. Et voilà, enfin, ça avait l'air d'être vraiment difficile. Alors que moi, j'ai le sentiment d'avoir tellement eu cette chance qu'avec ma mère, on était
on était tellement fusionnels que on a refermé le livre ensemble, quoi. Quand ces 9 mois, on a eu du temps ensemble pendant la maladie pour... on n'a pas toujours été au fond des sujets, mais il y a des choses, on n'a pas besoin de mettre des mots dessus. Et on a passé des moments superbes à faire des siestes ensemble, à écouter de la musique, à rien se dire de particulier. Où vraiment, c'était très sincère et très, très beau. Et du coup, j'ai pas cette frustration d'avoir encore des choses à lui dire ou à échanger. Et puis, comme je lui donne assez d'espace encore aujourd'hui pour qu'on puisse maintenir une relation différente, mais c'est quand même une relation. Du coup, je ressens pas un manque au sens où on pourrait y penser tout de suite, quoi. C'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir construit quelque chose avec elle qui durera aussi longtemps qu'on a envie que ça dure, quoi. Et ce que j'ai souvent aussi, c'est les gens ne sont pas préparés à ce qu'on parle de ça. Enfin, ça effraie les gens parce que je me rends compte souvent que quand j'en parle, parce que moi j'ai envie d'en parler pas avec détachement, mais avec légèreté, parce que c'est les choses, la mort c'est la vie aussi. Et il y a aussi une partie de moi qui a envie de faire partager ça avec les gens que j'aime vraiment, parce que c'est un cap important et que c'est pas facile, et que si ça peut les soulager ou les détendre un peu par rapport au sujet et les faire moins angoisser, ou si ça peut aussi les faire réaliser que tant qu'ils ont leur papa, leur maman, que c'est peut-être bien de leur dire merci, ou de leur dire tout court qu'ils les aiment, ou tout simplement, et parce qu'il y a des moments où on se réveille, c'est plus possible. Donc, et j'essaye au maximum de mettre le sujet sur le tapis quand c'est possible. Et j'ai des réactions, souvent des gens qui se mettent à pleurer parce que, souvent par compassion pour moi, parce que ça leur fait de la peine, mais aussi souvent parce qu'ils se mettent tout de suite dans la situation, ils imaginent leur maman et tout ça. Et ça me touche toujours beaucoup parce que je me souviens de comment j'étais avant ça et ça m'angoissait énormément. Et en fait, je ressens vraiment de la compassion pour eux parce qu'ils ne savent pas encore, quoi. Et qu'ils vivent dans cette angoisse. Et en fait, moi, je me sens souvent chanceuse que ça me soit arrivé à 25 ans et pas à 50 ans avec des enfants, un boulot, un mari, pas le temps. Moi, j'ai eu le temps de faire une pause dans ma vie pour me consacrer à cet événement et à me repositionner complètement derrière pour avancer, quoi. Et du coup, j'ai l'impression je me sens tellement privilégiée, j'ai l'impression d'avoir gagné tellement de temps que des fois, j'ai vraiment, ça me fait beaucoup de peine, quoi. Ça me touche aussi de voir des gens qui n'ont pas eu encore la chance, quoi, entre guillemets, de vivre ça, peut-être, de faire ce voyage assez spécial et qui sont vraiment dans la fuite un peu et dans la crainte que ça arrive. Et moi et ma mère, on souffre plus maintenant. Enfin, on est tranquille, quoi. On garde ce qui était bien et puis on avance. Et ça, c'est pas facile à imaginer pour des gens qui n'ont pas vécu ça, enfin, je pense. Et je crois que la conclusion dans tout ça, c'est que ma mère, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de me détacher, de me libérer de cette angoisse de la mort qu'on a tous.